Bonjour à tous à nouveau. Au fur et à mesure de notre discussion, j'imagine que de nouvelles personnes nous rejoindront. Mais nous sommes à 10h10. Je vous propose de commencer. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui a été suscité par l'un de nos bénéficiaires qui travaille certainement sur sa startup et qui a voulu que nous discutions en fait de comment créer la première équipe de sa startup. Et pour pouvoir mener cette discussion, nous avons invité Monsieur Amir Higué, qui est Senior Consultant en Management et Organisation, Capital Humain, Stratégie et Opération. Bonjour, Monsieur Higué. Bonjour, Monsieur Awansou. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et de consacrer une partie de votre temps pour informer nos bénéficiaires sur l'importance d'avoir une équipe pour lancer sa startup. Je vais vous laisser peut-être quelques minutes pour vous présenter. Je suis sûr que je ne vous ai pas présenté en fond, en long et en large, donc je vous laisse quelques minutes pour vous présenter avant que nous ne démarrions. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Moi, je suis donc Amir Higué, je suis senior consultant en capital humain, management et stratégie dans un grand cabinet de la place. J'ai fait, si vous voulez, un petit parcours, mes études au Bénin et en France. Ensuite, j'ai travaillé un peu en France, ensuite en RDC, avant de maintenant d'être sur Cotonou. Et donc, j'interviens ensuite des thématiques, entre autres, donc, sur le capital humain, surtout tout ce qui est, que ce soit du recrutement, de la formation, du développement des procédures, et gestion des équipes et différents autres sujets. Donc, c'est là que le sujet énoncé pour ce webinaire m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas venir partager quelques éléments de réflexion, de discussion avec ceux qui seront présents. Merci. Merci beaucoup, monsieur Higué. Je crois que notre première question va découler de votre présentation. Quelle est l'importance en fait du capital humain lorsqu'on veut démarrer une entreprise ou lorsqu'on gère une entreprise? D'accord. Alors, moi, je dirais pour répondre à cette question que l'importance du capital humain est centrale. Pour moi, personnellement, c'est la chose la plus importante dans une organisation. Il ne faut pas croire que c'est l'argent ou le matériel ou autre. Parce que ce sont les hommes qui font le travail. C'est eux qui vont faire vos produits ou bien délivrer le service aux clients, assurer que l'entreprise fonctionne bien, être moteur de ce que vous voulez faire et de là où vous voulez arriver. Donc, les ressources humaines, vos collaborateurs, c'est la ressource première pour vous. Mieux vous les traitez, mieux ils seront investis dans votre organisation et vont pousser avec vous jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Donc, c'est très important de bien choisir, de bien les traiter, d'offrir une expérience collaborateur très bonne, positive, pour pouvoir vraiment réussir et même surperformer, pourquoi pas. Donc, j'invite tous ceux qui sont créateurs ou futurs créateurs de start-up ou d'entreprises à prendre conscience que la ressource humaine, c'est votre atout majeur, principal, plus que l'argent ou autre chose. Si vous voulez créer quelque chose, il faut d'abord trouver ceux qui vont porter le projet avec vous, ceux qui vont vous accompagner, vont croire en ce que vous voulez faire et vont décider avec envie d'eux-mêmes de vous accompagner dans ce projet, dans l'aventure que vous voulez lancer. Donc, c'est ce que je peux dire comme première réponse. Merci beaucoup. Je vais enchaîner alors. Sur la base de votre réponse, qu'est-ce qui fait une bonne équipe et sur quels critères faut-il se baser dans les choix des membres de son équipe? Alors, une bonne équipe, vous savez, c'est une équipe qui est motivée, qui est engagée, parce qu'elle va partager le même intérêt de réussite pour l'entreprise. Eux-mêmes veulent réussir et aussi ils vont vouloir faire réussir l'entreprise. Donc, il faut veiller à ce qu'ils soient motivés, engagés et qu'ils soient performants. Et pour être performant, il faut déjà qu'ils aient des objectifs communs qui sont clairement définis. Vous, en tant que dirigeant, avec votre codir, vos managers, vous allez définir sur la base de vos objectifs stratégiques, vous allez définir des objectifs opérationnels clairs pour eux.
ces objectifs qui doivent être bien compris par tous les membres de votre équipe. Chacun doit connaître ce qu'il a comme responsabilité exacte, ce qu'il doit faire pour atteindre cet objectif-là. En plus de ça, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Les valeurs que votre entreprise porte doivent être connues des membres de l'équipe et doivent être comprises et partagées. Ensuite, dans votre organisation, il faut qu'il y ait entre vous, vos collaborateurs et entre eux-mêmes une bonne communication, qu'il y ait des dispositifs indispensables pour une bonne productivité, de la confiance, c'est fondamental. Et tout ça fera que vous aurez une équipe performante. Les membres de votre équipe vont se sentir appartenir à une entreprise, à un environnement et ont envie de rester. Donc, si vous voulez, parmi les critères que vous pouvez regarder, c'est d'abord de voir la personnalité déjà des personnes que vous allez recevoir en entretien ou de ce que vous voulez recruter. Quand vous leur exposez votre projet, votre vision, il faut voir comment ils reçoivent ce que vous leur décrivez. Est-ce qu'ils croient en ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils ont envie de participer? Parce que chaque personne qui vient a ses aspirations, a envie de travailler dans tel ou tel domaine. Ce qu'il faut éviter, c'est plutôt les gens qui cherchent juste un job pour un job. Ils veulent juste gagner un salaire. Ceux-là, bon, je ne dis pas que c'est impossible qu'ils s'investissent dans votre entreprise, mais ce n'est peut-être pas le premier critère de choix, quoi. Donc, c'est des gens qui ont envie de travailler, de s'investir dans quelque chose, de trouver un sens dans ce qu'ils font. Donc, c'est ce genre de critères un peu, je ne vais pas dire, c'est pas abstrait, mais c'est des critères fondamentaux qui vont vous permettre à ce que vous choisissiez les bonnes personnes sur la base, bien sûr, des profils, que ce soit le parcours de la personne, des compétences, ce qu'il a déjà fait et son projet professionnel qu'il va vous présenter. À travers tout cela, vous allez déceler si c'est quelqu'un qui, avec ce qu'il a fait, a déjà des capacités, des aptitudes pour pouvoir continuer dans votre domaine à vous. Ou alors, même si c'est quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose en lien avec ce que vous voulez faire, si c'est quelqu'un qui démontre un certain dynamisme, une envie, c'est des gens comme ça qu'il faut avoir avec soi. Des gens qui adhèrent à ce que vous avez envie de faire, qui comprennent ce que vous avez envie de faire et qui y adhèrent, qui comprennent l'étape à laquelle vous êtes. Si vous êtes au niveau d'une startup, ils savent qu'une startup, c'est telle taille, c'est tel enjeu. Donc, j'ai envie d'être dans un environnement, c'est un environnement différent d'une entreprise déjà installée ou autre. S'ils comprennent ça et le domaine dans lequel vous êtes, ça les intéresse, ils ont des idées, voilà, c'est ce genre de critères-là qu'il faut déceler auprès de vos futurs collaborateurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la vision. Si nous restons dans l'optique d'un fondateur de start-up, en fait, une personne qui a eu une idée d'entreprise et qui est en train de mettre en place sa première équipe, comment est-ce que cette personne-là définit la vision de son entreprise et comment est-ce qu'elle réussit à la faire partager avec les autres membres de son équipe? Alors, une vision d'entreprise, il faut déjà savoir qu'il s'agit d'une idée définie de la situation future, l'état futur de l'entreprise. Comment on voit l'entreprise qu'on veut créer ou qu'on a créé dans un futur court, moyen et lointain? Comment on voit ça? À quoi on veut aboutir? Généralement, on parle souvent de vision externe et interne. Et, pour la vision externe, par exemple, on dira qu'elle porte sur les raisons d'être même de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les marchés sur lesquels l'entreprise est impliquée et les objectifs de croissance, d'expansion à l'international que l'entreprise souhaite concrétiser. Et en plus, à côté de ça, il y a la vision interne qui porte plutôt sur le type d'organisation que chaque collaborateur de l'entreprise doit mettre en place pour atteindre ses objectifs. Donc, la vision, c'est le fil conducteur de l'entreprise, ce qui va guider tous vos collaborateurs, quel que soit leur grade ou hiérarchie, vers l'objectif que vous voulez atteindre, que l'entreprise veut atteindre. Donc, si tous les membres de l'équipe sont engagés autour de la vision, ils seront plus à même donc d'œuvrer tous ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Donc, pour partager
convenablement et efficacement cette vision avec les membres de l'équipe, c'est déjà, il faut déjà bien s'assurer donc d'avoir formulé une vision claire, précise, et maintenant la communiquer efficacement aux collaborateurs. Ce n'est pas juste en définissant les objectifs, il y a différentes actions que vous allez mettre au fil du temps, parce qu'au début, vous allez leur communiquer, oui, mais c'est à travers des actions au fur et à mesure que vous évoluez qu'ils vont l'intégrer et ça va devenir quelque chose de normal dans leur conscience, leur subconscient, même dans leurs actions de tous les jours. Donc, c'est formuler la vision clairement, la partager, mettre en place donc ce qu'on peut appeler un processus continu de socialisation et d'explication de cette vision-là. Donc, c'est à travers les différents moyens de communication que vous allez mettre en place et aussi le fait que vous-même, en tant que dirigeant, ce que vous allez faire, l'exemple que vous allez donner, parce que la vision que vous allez énoncer, il faut pouvoir la matérialiser vous-même dans vos propos, dans votre comportement. Donc, l'exemple que vous allez donner dans vos actes vont montrer aux gens que voici ce qu'il veut faire, voici ce qu'il, voilà là où il va. C'est pour ça qu'il agit comme ci ou comme ça. Donc, l'exemple que vous allez donner est très important. Donc, si par exemple, si vous voulez que vos collaborateurs soient respectueux des clients, des partenaires, qu'ils soient loyaux envers l'entreprise, qu'ils soient attentifs pour appliquer les règles et les normes que vous allez fixer, c'est vous-même, en faisant ça tous les jours, ils vont pouvoir voir que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que vous allez tous atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, c'est un peu ça. Il faut s'assurer d'avoir des outils de communication, des temps d'échange, donner l'exemple, créer un climat adéquat au sein de l'entreprise pour que la vision puisse être vraiment, puisse vraiment se répandre, se matérialiser dans les gestes tous les jours, dans les process que vous allez mettre en place tous les jours, et vous verrez que c'est quelque chose qui va devenir une seconde nature chez tout le monde. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais vous proposer au fur et à mesure de notre entretien de discuter d'un cas pratique. Donc, nous allons revenir parfois à ce cas-là pour essayer de mettre en application. Donc, ce que vous venez de dire sur la vision, on va essayer de l'appliquer à une équipe. Et généralement, les cas de figure qu'on rencontre, ce sont on va dire des jeunes étudiants, des jeunes diplômés qui ont fait la même classe ou qui ont étudié ensemble dans les mêmes environnements, qui se connaissent depuis quelques années, qui sont peut-être, certains disent, on est devenus des frères, etc. Mais l'un d'entre eux a eu une idée d'entreprise et par la force des choses, finit par jouer le rôle de leader, on va dire, de l'équipe. Et les autres acceptent de se mettre ensemble pour pouvoir travailler sur cette idée-là. Comment est-ce que cette personne-là assure en fait que les autres personnes qui sont en fait des amis et peut-être des frères depuis des années aient une approche professionnelle, on va dire, de la mise en œuvre de la vision et que le travail que l'on fait sur la startup ne soit pas juste un travail d'amitié comme si on était encore en train de s'amuser? OK. Alors, tout de suite, il faut se dire la vérité. On veut créer une entreprise. On ne veut pas créer un cercle d'amis. C'est deux choses différentes. On peut travailler avec des amis. C'est possible. Mais vous allez y mettre dès le départ le sérieux et les bases qu'il faut pour gérer votre entreprise. Il ne faut pas aller vers des amis parce que c'est eux qui sont sous la main tout de suite. Je ne connais personne d'autre pour pouvoir créer mon entreprise ou non. Il faut travailler avec des gens qui ont quelque chose à apporter à votre entreprise, qui croient en ce que vous voulez faire. Soit vous avez eu l'idée tous ensemble, donc vous êtes tous motivés, tous impliqués dès le début. Soit c'est vous qui avez l'idée, mais il faut vous assurer qu'ils comprennent votre idée et qu'ils y adhèrent, comme j'ai dit, qu'ils adhèrent à ce que vous voulez faire, à votre vision. Ce n'est pas parce que c'est vos amis qu'il faut forcément travailler avec eux dès le départ. Parce que vous voulez créer une entreprise, quelque chose qui va durer longtemps, qui doit vous apporter une certaine rentabilité, un certain salut social. Ce n'est pas pour que des amitiés ou des choses qui vont pouvoir venir noircir le tableau. Ça va vous ralentir, ça va vous gêner. Donc, si vous voulez travailler avec eux dès le départ, c'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une discussion franche qu'il faut avoir. Et il faut travailler avec eux dès le départ. C'est une
et poser des bases, que ce soit des bases organisationnelles, des bases juridiques claires sur ce que chacun apporte, ce que chacun doit faire. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Quel est le rôle de chacun dans ce que vous voulez faire? S'il y a des gens qui, en griffe, n'ont pas beaucoup de choses à apporter ou autre, il faut clairement leur dire, discuter avec eux pour dire, voilà, soit on trouve un autre moyen de collaborer ou de rester, ou on reste juste amis, ou alors, voilà. Mais en tout cas, dès le départ, ne vous mettez pas pour dire c'est mon ami, on se connaît depuis longtemps, il va être fidèle, loyal à l'entreprise. C'est travailler et puis être ami, c'est pas forcément la même chose. Ça peut être un plus, mais ça peut parfois être un frein. Donc, la recommandation est dès le départ, de fixer de bonnes bases et d'être franc. D'être franc. Il faut dire les choses, même si les choses sont un peu difficiles à dire, il faut les dire dès le départ. La bonne marche et la survie de votre entreprise va en dépendre derrière. Et aussi, même votre amitié va en dépendre derrière. Si vous ne dites pas les choses dès le départ et vous vous embarquez, c'est après qu'on voit les difficultés, on voit que tel ne s'investit pas trop, mais parce qu'on est amis, on compte sur le fait que l'autre fasse mon travail, alors c'est moi qui dois le faire, ça va vous pénaliser. Vous allez perdre peut-être l'amitié parce que vous allez commencer à vous faire des reproches, parce que vous n'avez pas défini noir sur blanc, sur papier, ce que chacun doit faire. Voilà, il faut y penser en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Donc, s'il y a des process, des procédures à mettre en place, des fiches de poste à mettre en place, vous les mettez en place. Comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire. Et vous mettez des process aussi d'évaluation en place. Comme ça, si un travail n'est pas fait, vous êtes capable de prouver que telle personne devait faire tel travail et ça n'a pas été fait, et vous prenez des décisions. Tout ce qui est décision, sanction, tout ça aussi est établi parce qu'il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur dans toute organisation, même des startups, vous pouvez le faire. Comme ça, vous mettez en application ce qui a écrit et ce qui a été accepté par tout le monde dès le départ. Si tout est écrit, discuté, noir sur blanc, signé par tout le monde, lorsque ça va s'appliquer, il n'y a aucune raison de beaucoup parler au final. C'est parce que beaucoup de gens ne font pas tout ça dès le départ. Ils se disent c'est mon ami, on est ensemble depuis longtemps et que tout va aller bien. Non, dans une entreprise, c'est sérieux. Il y a des enjeux d'argent, tout ça qui vont entrer en ligne de compte. Vaut mieux que tout soit clair dès le départ pour que au final, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'on puisse prendre les décisions et les actions ou sanctions qu'il faut. Et on se quitte bons amis. On sait qu'on a fait tout ce sur quoi on s'est entendu dès le départ. J'espère que je réponds assez à la question. Oui, je vous remercie. Et on va continuer la conversation, en fait. Donc, considérons que ce leader-là qui a eu une idée ou bien une idée partagée avec d'autres personnes, peut-être des amis, peut-être pas des amis, mais qui a réussi à créer une équipe et qui a démarré, en fait, son projet d'entreprise. Comment est-ce que cette personne s'y prend pour augmenter l'efficacité de cette équipe? D'accord. Déjà, pour améliorer l'efficacité d'une équipe, il est essentiel de donner aux collaborateurs la possibilité de consacrer vraiment du temps aux tâches qu'ils doivent faire, aux tâches qui comptent vraiment. Parce qu'on perd beaucoup de temps à faire 10 000 choses parce qu'il y a beaucoup de... Pardon? Non, allez-y. D'accord. Je disais qu'on remarque que tellement il y a de choses à faire, les gens ont 10 000 tâches et ils n'arrivent pas à se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce qui va faire avancer le business, ce qui va les faire évoluer dans leurs tâches. Donc, il faut vraiment s'assurer que pour que chacun gagne en efficacité, pour que l'équipe gagne en efficacité, chaque membre de l'équipe doit avoir du temps pour réaliser les tâches qui comptent vraiment, qui font avancer le business. Donc, par exemple, dans l'organisation quotidienne de vos activités, il faut vous débarrasser de tout ce qui est réunion superflue. Les gens font des tas de réunions tous les jours pour discuter de tout à chaque fois, c'est chronophage. Et on n'a pas assez de temps à consacrer sur l'essentiel. Si vous devez faire vraiment des réunions, parce qu'on doit forcément faire des réunions, c'est important, il faut se réunir, discuter des choses, il faut veiller à l'efficacité de ces réunions-là. Donc, entre autres, par exemple, avant de faire une réunion, il faut créer et partager un ordre du jour bien défini, partagé à tout le monde, que tout le monde sache de quoi on va discuter. Comme ça, on sait, on vient préparer, on discute et on évolue. Ensuite, pour chaque réunion, il faut établir des conventions de réunion, c'est-à-dire c'est des règles
à respecter par chacun afin que tout se passe vite et bien. Ensuite, bien sûr, s'assurer que chacun prenne les notes de chaque réunion. Ça a l'air des trucs basiques comme ça, mais c'est des choses qui font vraiment gagner du temps et derrière, on arrive à avoir une efficacité maximale dans son travail au quotidien. Donc, je disais, donc, prendre des notes de réunion exploitables et puis récolter tout ce qui est feedback des dirigeants ou des collègues qui peuvent enrichir la réflexion et le travail qu'on a à faire. Ensuite, pour gagner en efficacité, quand vous avez une liste de tâches à faire pour atteindre certains résultats, il faut savoir hiérarchiser vos tâches. Qu'est-ce qui est plus important, urgent, prioritaire? Il faut pouvoir faire ça dans votre planning quotidien et vous y tenir au maximum. Ensuite, il faut s'assurer que pour vos collaborateurs, vous allez, les tâches qu'ils doivent réaliser individuellement, pour eux, ce soit relié directement aux objectifs de l'entreprise. Si je sais que telle chose que je dois faire, ça permettra d'atteindre tel objectif de l'entreprise, je vois le sens de ce que je dois faire, je vois l'apport que je vais apporter. Donc, je vais me concentrer dessus pour pouvoir réussir vraiment ce que j'ai à faire et atteindre l'objectif. Donc, on a une efficacité maximale aussi à travers ce genre d'action-là. Ensuite, s'il y a tout ce qui est, comme on n'a pas de tâches prioritaires, il y a forcément d'autres tâches à faire qui sont peut-être non prioritaires. Celles-là aussi, il faut pouvoir soit les supprimer, les reporter ou les déléguer à quelqu'un. Et si possible, parfois, même les réduire. Donc, à vous aussi en tant que dirigeant manager, de voir ce que chacun de vous a à faire et en fonction du planning, de la charge de travail de chacun, de pouvoir répartir les tâches convenablement pour que chacun ait vraiment le temps pour faire ce qu'il a à faire et aboutir au résultat. Et aussi, en matière d'efficacité, il faut avant d'attribuer les tâches, il faut tenir compte des forces de chaque membre de votre équipe. Tout le monde ne sait pas tout faire. Il faut voir ce que chacun peut apporter, les capacités de chacun et attribuer les tâches en fonction des forces, des capacités de chacun. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les secrets des professionnels, certains sociologues d'organisation appellent l'ajustement mutuel. C'est-à-dire qu'il faut favoriser la collaboration interfonctionnelle entre les membres de vos équipes que vous allez constituer. C'est-à-dire ils doivent pouvoir s'entraider entre eux pour aller plus vite. Si quelqu'un a un petit blocage quelque part, il faut qu'il y ait cette facilité d'aller vers le collègue pour pouvoir demander une aide, poser une question et obtenir l'aide qu'il faut pour pouvoir avancer rapidement au lieu de rester statique et faire 10 000 recherches qui prennent du temps avant de trouver une réponse. Et ensuite, donc, avoir des canaux de communication, je dirais enfin, avoir des canaux de communication efficaces et utiliser chaque canal pour ce qu'il doit être. Faut pas, on a aujourd'hui, il y a 10 000 applications, les gens utilisent tout à travers, ça perd du temps, ça fait que les informations fusent à gauche, à droite, on s'y perd et ça fait perdre du temps aussi. Donc, déterminer un canal pour chaque type d'action, chaque type d'activité et pouvoir amener tout le monde à respecter cela. Ça fait on sait que quand on cherche telle information, on va vers tel canal, vers telle personne pour pouvoir obtenir ce qu'on a besoin comme information et évoluer. Ensuite aussi, en termes d'efficacité, il faut penser, donc, tout ce qu'on a dit, outils, canal, communication, tout ce qui est canal de communication et autres, c'est des outils. Donc, il faut vous assurer que vous avez les bons outils pour chaque type d'activité que vos collaborateurs doivent faire. S'il y a les bons outils efficaces dans l'entreprise, ça facilite le travail. Eux aussi, à côté de ça, à côté des outils, il y a les procédures. Si vous avez des procédures bien définies, des procédures fluides qui ne font pas perdre du temps, chacun sait ce qu'il a à faire, comment il doit le faire. Donc, ça va beaucoup plus vite que s'il doit inventer lui-même, réfléchir lui-même, comment je vais faire telle ou telle chose pour aboutir à tel résultat. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes dans une organisation, même une start-up, pour pouvoir gagner en efficacité. Sur la question des outils, lorsqu'on est, on va dire, une start-up, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a peut-être pas encore gagné beaucoup de marché. Quels sont les outils? Vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils, on va dire pas très coûteux ou même gratuits, qu'on peut utiliser pour fluidifier la conversation au sein de l'entreprise? Alors, il y a beaucoup d'outils gratuits aujourd'hui. Je pense, comment dirais-je, en termes de communication, il y a l'outil qu'on appelle Slack, par exemple, qui est un outil où on peut discuter en groupe
que ce soit à deux directement ou ou tout un groupe, et partager des fichiers. C'est un exemple d'outil qui est très simple d'utilisation et qui permet d'échanger très rapidement en petit groupe ou en grand groupe, et puis pouvoir faire des plannings et tout. Ça, c'est un type d'outil qui est très simple à utiliser. Même aujourd'hui, les gens utilisent même certains réseaux sociaux comme WhatsApp comme outil de communication. On crée des groupes de travail. On peut faire des réunions vidéo si on a vraiment besoin d'échanger sur un sujet et on n'est pas tous au même endroit. Aujourd'hui, avec la crise Covid, on est peut-être éparpillés sur différents créneaux horaires ou autres. On peut se réunir rapidement, dire ce qu'on a à dire et avancer. Les outils, il y en a 10 000. Hein. Je ne les ai pas tous en tête ici, mais c'est quelque chose que je peux vous fournir plus tard si vous voulez. Mais je pense à Slack et WhatsApp, par exemple, qui sont des outils très simples. Même en termes de planning, on a certains outils Microsoft qui sont très, très, très bons aujourd'hui, très avancés, qui sont exploitables. Merci beaucoup. Alors, on a créé notre équipe, on a l'idée d'entreprise, on est en train de travailler sur l'idée d'entreprise. Comment on fait pour se fixer des objectifs et s'assurer qu'on atteigne ces objectifs-là? Alors, pour fixer des objectifs à votre équipe, c'est déjà le fait que vous avez vous-même, avec votre vision, les missions de votre entreprise, vous avez des objectifs stratégiques que vous avez définis, là où vous voulez aller, là où vous voulez que l'entreprise arrive. De ces objectifs-là, vous allez vous définir comment on en arrive là. De là, vous allez définir des objectifs opérationnels. Des objectifs stratégiques, vous allez obtenir des objectifs opérationnels plus spécifiques. Et ce sont ces objectifs opérationnels spécifiques-là que vos collaborateurs vont s'employer à atteindre avec le travail au quotidien. Donc, c'est déjà s'assurer qu'on a des objectifs stratégiques bien définis. C'est sûr que c'est ce qu'on veut faire. Ensuite, se demander comment on fait pour arriver là. Et de là, vous allez découler pour chaque objectif stratégique les axes de travail et donc les actions pour pouvoir atteindre cela. Et donc, après, comme on avait dit, voir dans vos équipes qui a telle force, telle ou telle force, telle ou telle capacité, qui pourra prendre en charge, travailler sur tel ou tel axe de travail, tel ou tel objectif spécifique pour l'atteindre. Donc, c'est ça qui va faire que vous aurez un résultat plus serein. Avant d'arriver aux objectifs spécifiques opérationnels que les collaborateurs vont s'employer à atteindre, il faut que vous ayez vous-même identifié et déterminé clairement vos objectifs stratégiques prioritaires. Ensuite, vous vous posez la question de savoir comment je fais pour réaliser ces objectifs stratégiques-là. Là, vous aurez des axes de travail et vous déterminez des objectifs spécifiques. Ensuite, vous pouvez déterminer des plans d'action annuels où vous pouvez avoir donc les actions, activités, les responsables d'activités parmi les membres de vos équipes, les délais de réalisation, les budgets, etc. Vous mettez autant d'infos que vous jugez utiles. Et ce sont ce plan d'action-là qui vont permettre à votre équipe, qui vont être des guides pour votre équipe, pour travailler au quotidien, pour pouvoir atteindre l'objectif spécifique fixé. Et l'atteinte de l'objectif spécifique permettra d'atteindre des objectifs stratégiques. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Nous allons quitter l'équipe, en fait, l'équipe en tant que tout pour aller faire l'équipe en tant que composition de parties individuelles. Donc, chaque membre de l'équipe, comment est-ce qu'on s'arrange pour tirer le meilleur parti de chaque membre de son équipe? Alors, pour tirer le meilleur parti de chaque membre de son équipe, il y a un truc très important. Il faut connaître les membres de votre équipe. Il faut les connaître. J'avais parlé de personnalité au début. Tout le monde est différent. Tout le monde a des aspirations différentes. Donc, il est très important pour vous de connaître les membres de votre équipe. Qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils aiment travailler, qu'est-ce qu'ils supportent ou pas. C'est très important donc, de discuter avec eux souvent pour les connaître. Ensuite, il faut que le travail que chaque membre a à faire ait du sens pour lui. Il faut qu'il voit, qu'il sente qu'il apporte quelque chose à l'entreprise et même au-delà de l'entreprise. Ensuite,
il faut s'assurer que les collaborateurs, chaque collaborateur continue d'apprendre. Il ne faut pas qu'il s'ennuie. Et donc, pensez au développement des talents, au développement des compétences de vos collaborateurs. Il faut mettre en place des outils, des dispositifs de développement, comme des cours, des formations continues, qui vont lui permettre d'être toujours stimulé, de toujours apprendre. C'est quelque chose de très important. Ensuite, il faut penser aussi au fait qu'il faut avoir confiance en eux. Donc, il faut leur donner des responsabilités. Ainsi, ils vont se sentir reconnus, impliqués. Ils verront que vous, en tant que dirigeant, vous avez confiance en eux. Donc, ils vont s'impliquer beaucoup plus pour pouvoir démontrer qu'ils ont leur place dans l'entreprise. Et cela, vous verrez que vous aurez une meilleure efficacité déjà individuelle et même collective pour atteindre les objectifs. Ensuite, il faut les inviter à participer. Il faut privilégier le collectif dans les manières de fonctionner. Privilégier le collectif, donc la communication. Donc, il faut que les collaborateurs se sentent impliqués dans le sujet, dans tous les différents sujets de l'entreprise. Et il faut accepter que chacun donne son avis. Chacun donne son avis, même s'il y a des critiques, tant que ce sont des critiques constructives, il faut laisser place à la critique. Il faut l'accepter et la comprendre en tant que dirigeant. Donc, chaque personne doit pouvoir dire ce qu'il a dit, il doit pouvoir sentir qu'il est écouté, entendu. Et pourquoi pas, ça peut se faire à travers des moments d'échange physique ou ça peut se faire par le fait que vous pouvez mettre en place des outils digitaux qui permettent à chacun de s'exprimer, de mettre en place, de faire des propositions, de donner son opinion. Et tout ça sera discuté tous ensemble, vous et vos collaborateurs. Ce n'est pas qu'il faut les laisser parler quelque part et après prendre tout ça là et aller discuter entre vous, entre dirigeants, entre managers. Non. Vous les écoutez et après, vous discutez des différents sujets avec eux et vous trouvez ensemble des solutions qui conviennent à tous. Un autre point, c'est le fait qu'il faut penser, comme on avait dit le mot au début, l'évaluation. À un moment donné, il faut évaluer l'apport de chacun de l'entreprise. Il y a des moments réguliers où vous pouvez les rencontrer après une période donnée pour voir, alors, qu'est-ce qui a été fait au bout, qu'est-ce qui devait être fait au début, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, comment le collaborateur il voit la période, comment il voit son travail, est-ce qu'il se sent bien et tout, qu'est-ce qu'il pense qu'il faut améliorer lui-même dans son travail, qu'est-ce qu'il pense que l'entreprise peut faire pour lui, pour l'aider. Donc, la communication et l'évaluation du travail, du bien-être, tout ça va permettre aussi à l'employé de se rendre compte de ce qu'il fait de bien, de ce qu'il fait de mal. S'il fait quelque chose de bien, il faut le féliciter, le remercier pour cela. S'il fait quelque chose de mal, il faut attirer son attention sur des points d'amélioration et lui proposer des axes de travail, une aide, un soutien pour améliorer les points à améliorer. Tout ça va créer de la motivation et va améliorer leur comportement, leur travail au quotidien. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il faut, comme on avait dit une fois, il faut penser à ce que chaque collaborateur aime faire. Donc, il faut donc se poser la question sur quel domaine chaque collaborateur aimerait lui-même travailler, dans quel domaine il a envie de réussir, quelles sont ses difficultés qu'il rencontre au quotidien, de quoi il a besoin pour avancer. Donc, il faut penser au développement des talents et ce qu'eux-mêmes ont envie de faire. Si vous prenez ça en compte, vous verrez que vous pourrez facilement tirer le meilleur d'eux. Ensuite, il y a un dernier point que j'allais aborder, c'est le fait qu'il faut être patient, j'allais dire. C'est important. Il ne faut pas forcément, vous allez leur demander de s'impliquer, de donner beaucoup. Il y a un temps, comme on dit, avant que la mayonnaise ne prenne. Donc, il faut communiquer avec eux, les accompagner et les stimuler de manière positive pour tirer le meilleur parti d'eux. S'il y aura des erreurs, il y aura des couacs par-ci, par-là, mais si vous êtes patient avec eux, que vous les accompagnez efficacement, que vous les écoutez, vous prenez en compte ce qu'ils disent, vous finirez forcément par tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. Donc, voilà un peu. Très bien, donc en vous écoutant, on comprend qu'il faut donner du poids à ce qu'exprime chaque membre de l'équipe. Il faut donner de la considération. Mais est-ce que cela ne peut pas avoir un revers? Je veux dire par là, comment est-ce qu'on s'en sort lorsque la démocratisation de la prise de décision finit par paralyser l'équipe, en fait? Alors,
il y a différents petits points. En général, il faut savoir que c'est bien, il faut travailler en équipe de manière collective, c'est très important. Et que tout le monde s'exprime et que la décision soit collégiale. C'est important, comme on l'a dit. Ce qui est aussi important, c'est qu'en général, il faut que dans un groupe, même si le travail et la prise de décision est collective, il faut qu'il y ait une personne capable de trancher à la fin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de le rôle du manager ou le rôle du chef de groupe, comme on va dire. Il faut qu'il y en ait un qui soit reconnu et accepté de tout le groupe. Comme ça, s'il n'y a pas de convergence dans les opinions pour pouvoir aboutir à une décision commune, le chef pourra agir un peu comme une tierce personne. Ce n'est pas véritablement une tierce personne parce qu'il peut être en griffe au sein du groupe, comme il peut être une sorte d'observateur qui laisse le groupe discuter entre lui librement pour voir s'ils aboutissent à une décision. Mais au cas où on n'aboutit pas à une décision, on peut faire recours à lui parce qu'il est au courant du sujet, il observe depuis longtemps, il est bien au courant du sujet et on peut se référer à lui après pour pouvoir prendre une décision. Donc là, il faut veiller à ce que si tout le monde dans le groupe a en griffe le même poids, c'est vrai que ça peut être difficile à un moment donné de prendre une décision parce que parfois, il y a des personnalités qui sont, si tout le monde a une personnalité forte dans le groupe, c'est difficile parfois de s'entendre, de prendre une décision. Ou même parfois, il y a certains ont une personnalité forte et d'autres ont un tempérament un peu plus policé, n'arrivent pas forcément à s'exprimer, à s'imposer. C'est difficile de prendre une décision. C'est aussi la règle est qu'il faut forcément l'unanimité ou autre pour prendre une décision, ou la majorité. Donc, c'est compliqué. Donc, une astuce est d'avoir un chef, quelqu'un qui est reconnu comme chef, qui c'est déjà défini dès le départ qu'en cas où il n'y a pas de force de consensus global, lui pourra trancher. Parce que c'est lui qui a le plus d'expérience ou autre, ou c'est lui qui a le plus de maturité, ou c'est lui qui peut prendre une décision plus facilement. Parce que prendre une décision n'est pas facile. Prendre une décision, ce n'est pas facile. Donc, il faut quelqu'un qui est capable de prendre des décisions fortes pour trancher quand il le faut. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des difficultés, il faut voir, est-ce que il n'y a pas, peut-être, s'il y a un trop grand nombre aussi, parce que les groupes de travail, souvent, c'est conseillé, la moyenne dans les différentes recherches en capital humain, on dit qu'il faut des groupes de 5 à 6 personnes, des équipes de travail. Parfois, c'était vraiment 6 et 10 personnes. Mais, parce que plus il y a du monde, plus c'est difficile de prendre une décision. Donc, la taille des équipes aussi que vous allez constituer, il faut pouvoir prendre en compte des tailles où les discussions seront constructives et où une décision pourra vite sortir de là. Et pouvoir mettre en griffe un garde-fou qui est le fait de désigner quelqu'un qui sera responsable de la décision finale au cas où il n'y a pas de consensus global. Parce qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut avancer. Donc, une astuce est de s'assurer qu'il y ait quelqu'un d'objectif et capable de prendre des décisions pour pouvoir avancer. Voilà un peu. Allô? Merci beaucoup pour votre réponse très intéressante. Mais dans la situation où on a des membres au sein de notre équipe qui ont un caractère un peu plus fort et d'autres, comme vous l'avez dit, qui ont un caractère plus policé, que faire lorsqu'on est le dirigeant de l'équipe, lorsqu'un membre de l'équipe se sent moins important ou moins concerné et finit par réclamer ou finit par déposer une démission? Comment est-ce qu'on réagit? Alors, j'avais parlé au début de l'expérience collaborateur. Il faut proposer à tout le monde des dispositifs, des actes qui vont leur démontrer leur importance dans l'entreprise. Il faut démontrer à chaque collaborateur qu'il a sa place. Que s'il est là, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur. Donc, il faut que tout le monde sache qu'il peut participer et que chaque apport de chacun est valorisé, quel que soit son poste dans l'entreprise. Parce que c'est quelqu'un qui se sent moins important, moins concerné jusqu'à démissionner, c'est parce qu'il voit qu'on ne le considère pas. Donc, il faut revoir. Le problème se situe principalement au niveau du management. Ça veut dire que le management mis en place n'est pas optimal, ne permet pas aux collaborateurs de se reconnaître, de se sentir impliqués, reconnus à sa juste valeur. Donc, il faut revoir les manières de manager. Et parce que tout le monde n'est pas manager.
Donc, il faut aller, que ce soit vous-même en tant que dirigeant ou vos managers aussi, vous former à tout ce qui est ressources humaines, la pratique des ressources humaines, que ce soit comment on attire les talents, comment on retient les talents, comment on fidélise les talents, comment on les engage dans l'entreprise. Vous allez pouvoir découvrir beaucoup d'astuces, d'actions qui vont vous permettre de bien valoriser vos collaborateurs et de les fidéliser au sein de l'entreprise, afin qu'ils se sentent impliqués, reconnus et qu'ils participent. On peut être quelqu'un de timide ou autre, mais quand même, lorsqu'il y a un sujet de discussion, au moins donner son avis et dire voici ce que moi je pense. Mais si on n'est pas encouragé par notre manager ou notre direction, c'est quand même difficile. Donc, c'est aux dirigeants, aux managers de donner aussi de la force, de soutenir en leur parlant, en les accompagnant. Il faut leur faire sentir qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils ont leur poids, leur mot à dire. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire. Il faut les écouter, les comprendre, les connaître et les appuyer pour que chacun donne vraiment son avis. Quelque chose son caractère fort ou pas fort. Personne ne doit marcher sur ses collègues dans l'entreprise. Mais si une personne en vient à déposer sa démission, est-ce que ça ne veut pas dire que cette personne-là a déjà son esprit ailleurs et il vaut mieux la laisser partir? Alors là, si vous allez déceler cela en discutant avec la personne, si c'est une personne clé dans votre dispositif, vous aurez du mal à la laisser partir. S'il veut vraiment partir, il va partir, ça c'est sûr et certain. Mais il faut comprendre pourquoi ils veulent partir. C'est ça le sujet. Il faut comprendre pourquoi ils veulent partir. C'est pas impossible de le faire changer d'avis. Il y a différentes actions en fonction de la situation, parce que les situations peuvent varier d'une entreprise à une autre. Donc, si vous comprenez foncièrement, au fond, profondément, ce qui ne va pas, s'il vous dit la vérité, à moins qu'il ne vous dise pas la vérité, qu'il dit non, moi je vais partir et tout, vous ne pouvez rien faire. Il faut le laisser partir. Si vous sentez que la personne n'est plus vraiment, son esprit n'est plus là, il faut mieux le laisser partir. Il ne faut pas avoir quelqu'un de votre équipe qui n'a pas envie d'être là. Il va ralentir les processus de l'activité. Donc, c'est à vous de discuter en tant que dirigeant avec lui pour comprendre ses motivations profondes. Pourquoi il veut partir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui pour le changer, pour changer son mindset? S'il sent que vous avez envie qu'il reste, vous mettez en place les actions qu'il faut. Il faut le convaincre. Est-ce que c'est en augmentant son salaire ou c'est en changeant les méthodes de management, en lui donnant plus de responsabilités, en l'impliquant beaucoup plus dans les prises de décision ou autres? Vous voyez ce qui lui manque et vous voyez s'il accepte de rester et que vous apportiez ce manque-là, que vous combliez ce manque-là. Mais si vous voyez que malgré tous vos efforts, son esprit n'est vraiment plus là, son envie n'est plus là, il faut laisser partir. Il ne partage plus les centres d'intérêt que vous et que tous les autres. Il faut mieux le laisser partir. Ce serait mon avis, hein, parce qu'il faut penser à l'entreprise et au reste aussi du groupe. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'expérience collaborateur. Est-ce que c'est la même chose que la culture d'entreprise? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on développe une culture d'entreprise dans une jeune entreprise, dans une start-up? Alors, c'est pas forcément, c'est pas exactement la même chose. La culture d'entreprise, c'est un peu plus global. L'expérience collaborateur, c'est vraiment un élément. C'est un élément lorsque vous allez développer les différentes actions si vous voulez de plus d'entreprise, il faut vraiment lier les deux. La culture d'entreprise, ça correspond à tout ce qui est... Ce sont les éléments qui composent l'identité, l'esprit, les valeurs et le mode de fonctionnement de l'entreprise. C'est tout ce qui va rendre unique votre entreprise, qui fera que votre entreprise est votre entreprise, s'il faut dire des choses simplement. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise est unique en elle-même? C'est ça la culture d'entreprise. Ce qui permet de différencier votre entreprise des concurrents. Et ce qui fera que chaque collaborateur va se sentir appartenir à votre entreprise, à vous. Ça, c'est un peu la culture d'entreprise. Donc, les différents éléments composent un peu la culture d'entreprise. On peut citer, entre autres, l'histoire de l'entreprise. Parce qu'une culture d'entreprise marquée, si vous voulez, une culture d'entreprise s'inscrit dans le temps. Donc, elle va se baser sur l'histoire, même si l'entreprise est récente. Elle a quand même une histoire, elle vient de quelque part. Donc, il faut
s'appuyer donc sur des faits parlants, des personnes parlantes qui représentent l'histoire de l'entreprise, les fondateurs, le dirigeant de l'entreprise. Tout ça va permettre de raconter une histoire qui les gens vont intégrer et se sentir appartenir et partager, si vous voulez, partager cette histoire-là avec vous en tant que dirigeant. Ensuite, il y a ce dont on a parlé au début, la vision de l'entreprise, qui correspond donc à la définition de l'objectif fixé, là où vous voulez aller. C'est aussi un des éléments de la culture d'entreprise. Il faut que, comme on a dit, que cette vision soit la plus claire possible et surtout communiquer, partager auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et il y a un truc qu'il faut préciser, la vision d'entreprise peut évoluer avec le temps. Donc, il faut pouvoir, en fonction de l'histoire, de ce qui est la réalité de l'entreprise, et ça peut évoluer. Pour un autre élément de la culture d'entreprise, ce sont les valeurs de votre entreprise qui doivent être communes, partagées. Donc, parce qu'une vision d'entreprise s'articule autour de valeurs communes d'une entreprise. Parce que la vision va donner du sens au travail effectué de l'entreprise. Les valeurs, elles, vont permettre d'insuffler la bonne façon de faire ce travail-là. Donc, ces valeurs-là sont en quelque sorte un guide de bonne conduite. Et il faut que donc ces valeurs-là soient sincères dans l'établissement de l'entreprise. Elles doivent être présentes à tous les niveaux de l'entreprise et partagées de tous. Après, il y a un dernier élément qu'on peut évoquer, ce sont les habitudes, les rites au sein de l'entreprise, qui sont donc une expression, on va dire, directe des valeurs que l'entreprise véhicule, qui rendent tangibles. Parce que ces rites-là vont permettre de fédérer les collaborateurs entre eux, autour des valeurs de l'entreprise, et vont leur permettre d'afficher de manière symbolique même leur appartenance à l'entreprise. Et comme exemple du rite, ça peut être par exemple le code vestimentaire de l'entreprise, le vocabulaire utilisé en interne, l'évolution professionnelle, tout ça, ce que vous faites comme séminaire annuel, les séances de team building, toutes ces habitudes-là vont permettre, on dit, voici, ça collaborateur dit, voici comment on fait chez nous, voici ce que nous on fait chez nous, voici ce que on aime faire, voici comment on procède. Donc ça, c'est tout ça qui va nous permettre d'avoir une culture d'entreprise partagée de tout le monde. Mais il faut, ce que je vais ajouter pour finir sur le point de la culture d'entreprise, il faut savoir que c'est installer une culture d'entreprise, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc, c'est au fur et à mesure, il ne faut pas se décourager si les différentes initiatives que vous allez mettre en place ne pas satisfaire ça ne va pas convenir à tout le monde tout de suite. Donc, il faut chercher à savoir ce qui peut coincer auprès des uns et des autres et laisser les choses se faire progressivement jusqu'à ce que tout le monde arrive donc sur un même palier et partage la même culture au sein de votre startup. Merci. Pour finir, je voudrais vous proposer de nous donner quelques exemples d'activités extra-professionnelles qu'on peut mener pour augmenter la cohésion au sein d'une équipe. Alors ça, je pense que ça va être le moment de joie de tout le monde. Les activités extra-professionnelles, je pense que tout le monde connaît ça déjà un peu. Il y a un truc qui se développe depuis quelques années maintenant, ce sont les team building. J'ai évoqué le mot tout à l'heure. C'est très important. Ce sont des moments d'échange, de partage, de convivialité en extérieur de l'entreprise. On sort des murs de l'entreprise, on va dans un endroit calme, paisible, avec le groupe, ce qui permet d'échanger, de parler d'autres choses. Parfois, ce que les gens font, ce qu'on observe, c'est qu'on peut s'adjoindre les services d'un professionnel de l'événementiel, des team building, des professionnels de ça, qui vont vous concocter des programmes avec des activités ludiques, sérieuses à la fois. Et à travers ces activités-là, les collaborateurs pourront échanger entre eux, se connaître entre eux, se comprendre entre eux, échanger entre eux, pouvoir se dire les choses, même très sincèrement, même les choses un peu difficiles ou sensibles, pouvoir se les dire de manière respectueuse, constructive, mais claire. Et tout ça fait qu'on se connaît mieux, on sait ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas, comment l'autre aime travailler et autres, là où on peut s'entraider et autres. Et on prend en griffe de bonnes résolutions de là. Après s'être amusé, après avoir ri tous ensemble, on prend de bonnes résolutions et
Ça, c'est une première étape. La seconde étape importante, c'est qu'au retour de l'entreprise, il faut s'assurer que vraiment les bonnes résolutions qu'on a prises lors du team building se concrétisent vraiment en entreprise. Donc, ça va être aussi le rôle du dirigeant, du manager, de suivre tout ça aussi. Donc, il y a le team building qui est une activité extra-professionnelle très importante. Il y a aussi tout simplement ce qu'on appelle les after-work. Après le travail, que ce soit par exemple, une ou deux fois par semaine, pour des petits groupes, une, deux, trois personnes, 3 collègues entre eux, il faut les motiver à sortir ensemble après le travail, aller discuter entre eux. Ça, c'est des moments où on échange, où on se parle, on se connaît mieux, ou que ce soit ou alors une fois par mois, pour tous des groupes plus importants, sortir, aller prendre un verre, aller visiter un endroit, c'est toujours des moments pour échanger et discuter ensemble. C'est très important. Après, on peut penser à d'autres types d'activités comme des activités sportives entre collègues. Hein. Il y a des organisations qui créent des petits clubs de jeux ou qui intègrent des petits clubs de jeux de foot, de marche, de jogging et tout. Ça dépend des activités que les uns et les autres aiment faire. Donc, pour partager des moments ensemble également. Ou alors même des activités caritatives, sociales, où on se réunit. Il y a des gens qui aiment œuvrer dans des associations, mais qui sont dans des petits groupes et autres, qui aiment faire des dons, aller vers les orphelinats, les écoles, les églises, les mosquées ou autres. Donc, ils se mettent ensemble, ils font des collectes et autres, des activités qui leur plaisent et qui font ensemble. Donc, il faut encourager ça aussi. Ou alors même des activités de mentoring, d'orientation professionnelle de jeunes. Il y a des gens qui aiment transmettre leurs connaissances, transmettre leur savoir, accompagner les autres, mentorer des plus jeunes. Il faut les encourager dedans aussi. C'est des activités qui peuvent leur permettre de partager des centres d'intérêt communs autres que ceux du travail, quoi. Donc, voici quelques activités que je peux proposer qui permettront toujours de renforcer les liens en dehors du travail et qui vont profiter au travail lorsqu'on sera de retour. Parce qu'on se sera mieux connu en extérieur et on pourra savoir comment mieux collaborer en intérieur au profit de la startup. Merci beaucoup, monsieur Amir. J'ai eu une question dans le chat, je vais vous la poser avant de pouvoir laisser la parole peut-être aux participants s'ils ont envie de poser des questions. C'était une question relative à la taille de l'équipe. Donc, il s'agissait de savoir si l'équipe est juste composée de 2 personnes, comment est-ce qu'on s'arrange pour trancher lorsqu'on doit prendre une décision? Alors, là, je vais penser, ça dépend du cas. Est-ce que les 2 personnes, ça dépend, est-ce qu'on parle de 2 personnes qui ont le même grade, le même niveau de responsabilité de l'entreprise? Est-ce que c'est 2 associés, par exemple? Si vous avez le même pouvoir de l'entreprise, personne ne peut prendre le pouvoir sur l'autre, là, c'est compliqué. Là, l'astuce pour vous sera de faire intervenir une tierce personne. Par exemple, que ce soit un avocat, quelqu'un qui a une autorité et qui peut comprendre votre domaine d'activité, qui peut comprendre le différent qui vous oppose. Là, une tierce personne pourra avoir assez de recul pour vous aider à trancher, pour vous accompagner. Ça peut être un médiateur ou autre. Vous le désignez ensemble. Il faut forcément que vous le désignez ensemble, parce que ce n'est pas un qui va imposer la tierce personne. Vous le désignez ensemble parce que vous êtes sûr de sa compétence, de sa maturité, de son expérience, et vous lui exposez votre point. Et il vous accompagne jusqu'à prendre une décision. Mais si c'est entre les 2 personnes, il y a au moins une personne qui est en griffe gradée, qui a plus de responsabilités, qui est peut-être le dirigeant, le PDG, le fondateur, qui a le plus de poids, le plus de part sociale ou d'action dans l'entreprise de la startup ou autre, la décision lui revient. Même s'il ne veut pas froisser l'estime ou l'autre, après avoir bien discuté et si on se rend compte que ça n'avance pas, vous prenez votre rôle de dirigeant premier de l'entreprise et vous décidez, toujours en prévoyant des garde-fous, des alternatives qui permettront de corriger vos erreurs, et toujours en mettant des formes, parce que vous avez le droit de décider pour l'entreprise. Si tout est défini, tout est clair sur noir sur blanc, là, il n'y a pas de discussion. S'il faut trancher, c'est vous qui tranchez, parce que c'est vous qui avez la responsabilité ultime, c'est vous qui répondez en premier lieu de l'entreprise. Mais si vous avez le même poids de l'entreprise, là, il faut, je pense, faire intervenir une tierce personne, quelqu'un qui peut trancher la décision entre vous. Donc, c'est les 2 cas que je peux exposer.
Merci beaucoup, Monsieur Higuet. Nous sommes, je crois, à la fin de notre entretien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais laisser la parole aux participants qui ont peut-être des questions ou des apports. Si vous en avez, vous êtes libre de, voilà, d'ouvrir votre micro et de réagir directement. Je vois Idriss Ouborona qui semble être volontaire. Idriss, tu as la parole. Borona? Bon, la main levée est redescendue. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait prendre la parole? Si ce n'est pas le cas, nous allons remercier Monsieur Higuet pour sa participation. Oh, je ne savais pas, j'avais été aussi clair. N'hésitez pas ainsi à des questions. Cela voudrait certainement dire que vos apports ont été absolument clairs, que tout le monde a Dis donc, compris. Voilà, c'est incroyable. c'est ce que j'espère en tout cas. C'est ce que j'espère aussi. N'hésitez pas ainsi à des questions. Après, bon, de toute façon, je suis joignable sur LinkedIn ou autre. Si vous avez des questions, même pas M. Wilfried, on peut toujours échanger. Hein. Ah, ok. Je crois qu'ils ont un problème avec le micro. Ok, je vois. D'accord. Le problème est résolu. Idrissou, il faut réessayer. Voilà, ça marche maintenant. Bonjour, monsieur, et merci beaucoup pour votre présentation. Vraiment, Bonjour. j'ai vraiment appris assez de choses aujourd'hui. Mais j'ai une petite question, c'est par rapport à une équipe. Bon, je me demande si dans une équipe, okay, le dynamisme d'une personne, est-ce que c'est égal à sa capacité de direction? C'est-à-dire que nous sommes dans une équipe, quelqu'un est dynamique. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire une activité, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est égal à sa capacité de direction? Par exemple, quand vous avez parlé de direction, vous avez parlé de plusieurs choses en dehors de ça. Vous avez parlé de la maturité, de plusieurs choses. Donc, je me demande si on peut traduire ça comme ça. Merci. Monsieur Yessou, merci pour la question. Pour ma part, je dirais non, ce n'est pas directement lié. Un dirigeant doit être dynamique, oui. Mais ce n'est pas parce que tu es dynamique que tu es capable de diriger une équipe ou une entreprise. Le dynamisme est un trait de caractère, une qualité essentielle, importante, à recommander, à développer. Mais la capacité de direction, c'est des enjeux qui sont beaucoup plus élevés. Donc, tu dois être dynamique, oui, mais tu dois être quelqu'un aussi d'assez posé, visionnaire, pour diriger une équipe. Tu dois être quelqu'un d'empathique, d'humain, qui est centré sur l'humain, quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très technique aussi, pour pouvoir diriger. Parce qu'on parle de diriger une équipe ou diriger une entreprise, c'est beaucoup plus large. Donc, le dynamisme va te permettre d'arriver. C'est un trait de caractère important, mais il va te falloir beaucoup d'autres choses, comme l'expérience, les capacités techniques. Il va te falloir connaître les astuces pour pouvoir gérer des hommes, pour pouvoir gérer de l'argent, gérer des ressources. Et le dynamisme va t'aider à faire tout ça là efficacement, ou même j'allais dire de manière efficiente, donc de manière efficace et dans les temps. Donc, le dynamisme va t'aider à participer à ta capacité de bien digérer de bien gérer correctement, de bien diriger correctement. Mais ce n'est pas parce que tu es dynamique que tu es un bon dirigeant. Ça aide, mais ce n'est pas le seul trait de caractère, j'allais dire. La capacité de direction, c'est beaucoup plus large. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Oui, monsieur. Maintenant, j'aimerais aussi savoir, alors, quelle est la position de la capacité technique, c'est-à-dire une personne technique, quelle est la position de ceci dans la capacité de direction?
Alors, bon, je crois comprendre votre question. Quand je dis capacité technique, c'est le savoir-faire. Savoir-faire le travail. Ce n'est pas parce que tu es dirigeant de l'entreprise que tu ne dois pas savoir faire le travail. Si tu veux même que ta crédibilité, ta légitimité soit reconnue auprès de tes collaborateurs, toi-même, tu dois savoir faire le travail. Donc, il faut pouvoir démontrer aux collaborateurs que oui, tu sais faire le travail. Donc, quand tu leur donnes des indications, des orientations à mettre en œuvre, à exécuter, tu sais de quoi tu parles. Donc, la capacité technique est importante. Ça va apporter aux dirigeants une crédibilité supplémentaire. Je veux dire, il y a des cas où forcément, sur le plan technique, le dirigeant ne sait pas forcément faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans une entreprise de fabrication de meubles. Le PDG peut ne pas savoir comment fabriquer une table. Mais s'il sait comment gérer l'entreprise, comment faire que tout le monde soit bon, soit à l'aise dans l'entreprise, c'est dire bon. Tant qu'il sait s'entourer de personnes qui sont bons techniquement, de managers, de directeurs qui encadrent les équipes au quotidien, qui, eux, sont bons techniquement sur le travail à faire pour que le produit qui sorte soit de qualité. Et toi, en tant que dirigeant, tu sais gérer ces hommes-là, tu sais gérer les équipes pour que l'entreprise aille de l'avant. Donc, à un moment donné, la capacité technique est toujours importante. Il faut que tu saches faire ce que tu dois faire, ton rôle dans l'entreprise. Il faut que tu saches faire. Pour qu'on se dise, oui, il est compétent, il sait faire. Ça donne une meilleure confiance, une légitimité, une crédibilité aux dirigeants. J'espère avoir répondu à votre question. Je crois que la réponse est satisfaisante. Hein. Oui, je suis satisfait. Merci Borona. Jérémy Dansou voudrait poser également une question. Je tiens à remercier l'animateur pour les présentations. Moi, ma question est celle-ci. Lorsque nous voulons mettre en place une équipe de start-up et que nous connaissons quelqu'un qui a la compétence dans le domaine, donc qui peut nous aider dans notre équipe et voilà, qui n'a pas de diplôme, est-ce qu'on peut l'accepter au détriment d'autres personnes qui sont des diplômés dans le domaine, juste pour faire encaisser de l'argent? Bon, je crois comprendre votre question. Je vais vous répondre et savoir, on vous allez me confirmer après. Et un truc qu'il faut savoir, les diplômes, c'est vrai, c'est important. Dans le monde dans lequel on est, c'est vrai que c'est important. Mais le diplôme, ce n'est qu'une présomption de compétence. Le diplôme dit de quelqu'un que oui, il a appris, il sait faire. Ça vous dit ça, mais ça ne vous prouve pas ça encore. Il n'y a pas encore de démonstration. Donc, si tu connais quelqu'un où il a déjà démontré par d'autres expériences ou dans d'autres occasions que lui sait faire, il a déjà produit des résultats, comparé à quelqu'un qui n'a que des diplômes, qui n'a pas encore fait ses preuves, je ne dis pas de ne pas donner la chance à celui qui a des diplômes. Mais toi, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es. Tu veux quelqu'un qui sait produire tout de suite, qui a déjà une expérience tout de suite, qui peut délivrer et être opérationnel tout de suite. Si oui, prends celui que tu connais, qui a les compétences, même s'il n'a pas de diplôme. Au contraire, tu peux l'embaucher et lui payer le diplôme après pour qu'il a juste fait ça comme formalité. Si tu as besoin qu'il ait un papier à montrer pour gagner des marchés ou autre après, tu peux l'accompagner à obtenir la certification, à obtenir un diplôme. Mais au moins, tu es rassuré déjà sur ses compétences. Tu sais qu'il sait faire. Donc, si je prends juste en compte le cas que vous avez exposé là, moi, je prendrais, si je suis dans une position où je veux quelqu'un qui sait faire, quelqu'un je suis convaincu qu'il sait faire parce qu'il m'a démontré, là, il a produit des résultats que j'ai pu voir, je vais prendre celui-là. Et même je peux vite pour rappeler, celui qui a le diplôme, il peut savoir faire aussi. Et il faut donner la chance à ceux qui ont le diplôme qui n'ont pas encore l'expérience aussi. Donc, à vous de voir dans quelle position votre startup est. Dans quelle urgence vous êtes. Est-ce que vous avez le temps
de travailler avec quelqu'un qui a des diplômes, qui a une envie de travailler, qui veut se développer, qui veut apprendre, si vous êtes disposé à faire cela, prenez celui qui a le diplôme, qui a le diplôme, qui n'a pas forcément encore beaucoup d'expérience. Il va factuellement vous revenir moins cher en termes de salaire, comparativement à l'autre. Mais si vous êtes dans une position où vous voulez aller un peu plus vite, délivrer plus vite, mettre un produit sur le marché plus vite, ou délivrer des services plus vite, plus efficacement, avec une meilleure qualité tout de suite, vous allez prendre celui qui a déjà des compétences, même s'il n'a pas le diplôme. Parce que le diplôme, il peut l'obtenir avec une formation de manière continue. Vous pouvez même l'accompagner dedans. Mais au moins, vous êtes rassuré sur ses compétences. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, monsieur. Mais là où se trouve le problème, c'est que lorsque nous sommes une équipe de 4 personnes, par exemple, et celui qui n'a pas de diplôme, il apporte beaucoup plus à l'entreprise. D'autres qui sont des diplômés réclament à des fois un salaire plus important que les non-diplômés, alors que ce que les non-diplômés apportent à l'entreprise, c'est plus énorme que ce qu'ils apportent à l'entreprise. Comment gérer ce genre de situation? Alors, il faut être clair dès le départ avec tous vos collaborateurs, clair et transparent. Et il faut écrire noir sur blanc. Au sein de votre entreprise, voici ce que vous valorisez. Chaque entreprise paye des salaires en fonction de ce qu'elle veut reconnaître auprès de ses collaborateurs. Oui, vous allez reconnaître le diplôme des gens. Oui, vous allez reconnaître l'expérience des gens. Mais si vous, en tant que dirigeant, vous vous dites, dans mon entreprise à moi, ce qui compte pour moi d'abord, c'est l'expérience, la compétence. Je valorise ça plus. Donc, dans la part du salaire que je donne à quelqu'un, je valorise plus son expérience que le diplôme. Tu peux avoir diplôme ou pas diplôme. Si tu sais faire le travail que je te demande de faire correctement, tu auras le salaire qu'il faut. Même il y a des gens qui n'ont pas le... Il y a des gens, ça existe, hein, des gens qui ont que le bac ou le BTS qui sont plus payés que des gens qui ont une licence ou un master. Mais parce qu'ils apportent quelque chose. Donc, c'est à vous, en tant que dirigeant, et avec votre DRH ou autre, ou vous-même, vous expliquez de manière transparente à tout le monde. Voici comment on fonctionne dans notre entreprise. Il y a d'autres entreprises qui vont valoriser plus le diplôme que la compétence ou d'autres. D'autres entreprises vont valoriser plus l'apport technique, la compétence, plus que le diplôme. Le diplôme ne reste, c'est une compétence. Ce n'est pas juste parce que j'ai un master que je sais faire. Il faut leur démontrer. Voici, à travers l'évaluation, par exemple, vous leur démontrez, voici ce que l'autre qui n'a pas le diplôme apporte à l'entreprise. Par exemple, son travail apporte, on ne griffe pas 2% de marge de plus. Toi, ton travail apporte peut-être 1,5, 1,2% de marge en plus. Si vous le démontrez, il n'y a pas de raison. Vous, en tant que dirigeant, vous leur dites, voici comment on fonctionne. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un qui accepte, il accepte, il évolue avec ça. Quelqu'un qui n'accepte pas, lui, il y a des gens qui ont des idéaux juste sur l'idéologie du diplôme parce que, bon, ça c'est aussi dans les pays francophones hein, qu'on réagit comme ça. On est tous portés sur le diplôme, sur l'école qu'on a fait. On a fait une grande école, on a eu un grand diplôme, un grand nom. C'est dans les pays francophones qu'on avance comme ça. Et vous voyez pourquoi les pays francophones sont toujours en arrière par rapport aux pays anglophones. Dans les pays anglophones, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise tout de suite? C'est ça qu'on valorise et tu es payé en conséquence. Donc, à vous, en tant que dirigeant, de mettre noir sur blanc la manière dont vous voulez rétribuer vos collaborateurs. Chez moi, c'est la compétence, ce que chacun apporte à l'entreprise que je valorise d'abord. Plus, et après, je valorise le diplôme, après, je valorise telle autre chose. Si c'est clair comme ça pour tout le monde, vous verrez que chacun va fonctionner comme il faut. Chacun va comprendre pourquoi tel autre aboutit, tel autre a un salaire meilleur que le mien. Et il va vouloir, et aussi après, ceux-là que le diplôme, s'ils n'apportent pas autant que l'autre qui a le diplôme, aidez-les à développer leurs compétences pour qu'ils apportent au moins autant que l'autre qui n'a pas le diplôme. Et celui qui n'a pas le diplôme, aidez-le à avoir le diplôme pour que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, je vous ai compris. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Et j'aimerais vous demander si, par exemple, nous sommes une équipe en construction et nous avons déjà fait des réunions, nous avons discuté de ce dont on veut faire et on a mis des stratégies en place. Et par exemple, quelqu'un du groupe s'élève pour aller former une autre équipe pour réaliser ce qu'on pensait faire en groupe. Comment gérer?
Alors, ça, il y a des éléments factuels pour le faire. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une idée de projet ou bien une idée de stratégie que vous voulez mettre en place et lui, quelqu'un prend ça, il va créer son entreprise ou bien son projet ailleurs. C'est un peu ça. À vous de, quand vous discutez, quand vous mettez en place des stratégies, des plans stratégiques ou des idées de projets à réaliser et autres, il y a des éléments juridiques pour protéger vos idées, pour protéger vos documents. Vous pouvez établir des clauses de confidentialité qui font que personne dans l'entreprise n'a le droit de faire sortir ce que vous avez dit ou écrit au sein de l'entreprise. S'il le fait, il y a des sanctions juridiques. Vous pouvez l'attaquer en justice. Vous avez le droit de le faire. Il faut vous renseigner auprès de personnes présentées qui sont des experts juristes. Parce qu'une entreprise se doit de protéger ses idées, protéger ses innovations et autres. Ce n'est pas que des produits, des inventions techniques, du matériel qu'on protège. On protège des idées aussi. On protège des formules, on protège des stratégies. Il faut vous renseigner auprès de quelqu'un qui peut protéger. Comme ça, vous faites des contrats, vous faites des contrats avec des clauses de confidentialité. Comme ça, tout ce que vous faites est protégé. Personne n'a le droit. Même si quelqu'un qui quitte l'entreprise après 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, s'il part, il n'a pas le droit de dévoiler ce qu'il a entendu ou ce qu'il a fait dans votre entreprise. Comme ça, vous gardez vos éléments en interne. Donc ça, c'est une arme que vous avez à disposition pour protéger ce que vous avez à faire. Après, bon, vous n'allez jamais être... le risque zéro n'existe jamais. C'est difficile d'empêcher quelqu'un de partir avec les idées. Mais sachez que si vous avez une idée, c'est rare que quelqu'un puisse reproduire l'idée que vous avez comme vous l'avez dans la tête. Donc, si vous travaillez bien, vous allez toujours pouvoir réaliser ce que vous voulez faire comme vous voulez le faire et aboutir au résultat que vous voulez. Mais faites-le en protégeant au maximum vos idées et vos projets. Et ça, c'est les juristes vont vous aider à faire cela. Encore une fois, ayez tout par écrit et que tout soit bien communiqué, accepté de tout le monde. Comme ça, s'ils sont au courant de la cause de confidentialité, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire sortir un document ou une idée ou d'aller vous faire concurrence. Il y a le droit, il y a les clauses de non-concurrence qui existent aussi. Ils n'ont pas le droit d'aller faire la même chose que vous s'ils partent de l'entreprise. Ça existe aussi. Et les juristes peuvent vous aider à établir ça. J'espère avoir répondu aussi à cette question-là. Oui, d'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il me semble que nous n'avons plus de questions. Ah, voilà, je vois qu'à côté, il y a Rolis Christamon qui a parlé de la propriété intellectuelle. C'est un très bon point. Un très, très bon point. Ça, vous pouvez protéger vos idées, vos innovations. Il y a, je crois que c'est l'OAPI, non? Je ne sais plus. Un organisme au Bénin, qui a un bureau au Bénin qui peut vous renseigner. Allez vous renseigner pour voir. C'est une arme que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants d'entreprises n'exploitent pas. Parce que parfois, il faut payer pour pouvoir protéger son idée et tout. Donc, ils ne veulent pas dépenser. Un truc que je vais ajouter, c'est vous êtes dirigeant d'entreprise, vous ne savez pas tout faire. Vos collègues, vos collaborateurs ne savent pas tout faire. Donc, si vous avez besoin d'aide pour avancer, il faut savoir externaliser, mais se faire accompagner par un cabinet de conseil, un consultant individuel ou par des organismes de l'État. Sachez aller demander l'aide qu'il faut en externe pour avancer, pour que votre entreprise ne piétine pas ou ne disparaisse pas. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais que les dirigeants d'entreprise n'exploitent pas comme arme. Juste parce qu'il faut payer quelque chose. Vous me payez quelque chose, et même si c'est un peu cher, mais que ça profite à votre entreprise sur le long terme, que de rester là à dire je ne veux pas dépenser de l'argent, je veux produire d'abord avant de... Vous allez perdre beaucoup de temps ou même faire disparaître l'entreprise. Voilà un peu. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter sur la question de la propriété intellectuelle. L'OAPI a une représentation au Bénin qui est à côté du siège de la CCIB. Vous pourrez faire un tour là-bas pour poser des questions. Il faut, en tant que startup, pouvoir également évaluer le coût de la protection. Qu'est-ce que vous voulez protéger? Est-ce que c'est... D'abord, on ne protège pas une idée.
On protège soit un produit, soit un logo, soit un nom commercial, soit une marque, etc. Et le coût, il peut être prohibitif en fonction du niveau d'activité que vous avez au sein de vos startups. Donc, je vous invite, ceux qui veulent réfléchir sur ces questions de propriété intellectuelle, à faire un tour à la représentation de l'OAPI pour poser ces questions. Merci à tous. Je crois que nous n'avons plus de questions. Je voudrais inviter peut-être M. Higuet à prononcer son mot de fin. Et avant que nous ne partions, je vais vous inviter tous à allumer vos caméras. Nous allons faire une photo de fin avant de pouvoir nous souhaiter un bon week-end. Monsieur Higuet, vous avez la parole pour votre mot de fin. Alors, je voudrais juste remercier tout le monde d'avoir participé à cette session ce matin. J'ai été très heureux d'échanger avec vous. On a eu de bonnes questions. J'espère avoir pu vous aider à quelques éléments de réponse. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est vrai. Il faut savoir que la ressource humaine, comme j'ai dit, c'est vraiment la ressource principale pour la réussite d'une organisation, puisque l'argent, la technique et autres. Mais c'est aussi la ressource la plus difficile à gérer. Gérer de l'argent, c'est facile. Il y a des procédures et tout, ça marche. Le matériel, pareil. Mais gérer des hommes, c'est difficile. Donc, beaucoup de patience, des procédures et soyez empathique, soyez humain avec eux, ils seront humains avec vous. Ils vont vous accompagner. Donc, merci encore à tous et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, allumez vos caméras. J'espère que vous me voyez. Je vois juste 2 personnes pour le moment. On va faire un petit screenshot. Voilà, Monsieur Higuet. Merci beaucoup. Je vais mettre la galerie. Voilà. Nous sommes quelques-uns, mais je crois que nous avons quand même eu une très bonne séance. Et comme le webinaire a été enregistré, vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube pour ceux qui n'étaient pas présents. Merci beaucoup à tous. Je vais faire un screenshot. Voilà. Merci et bon week-end à vous. Merci, au revoir. Bon week-end à tous. Bon week-end, Merci au beaucoup, revoir. pareillement.